La tache de café s'est étendue sur le marbre italien comme du sang sur une peau blanche. Clara resta immobile, le chiffon encore à la main, tandis que Victor Morales explosait dans une fureur qui semblait disproportionnée pour un simple accident. Mais il ne s'agissait pas du café. Jamais. Incompétente, le mot sortit de sa bouche comme un crachat. Avez-vous la moindre idée du prix de ce sol? En avez-vous une? Que baisser la tête faisait moins mal que de lever les yeux. Qu'être invisible était parfois la seule façon de survivre. 3 employés passèrent dans le couloir. Ils ralentirent le pas, regardèrent. Personne n'entra. La nouvelle secrétaire, celle aux cheveux blonds et aux boucles d'oreilles coûteuses, détourna les yeux avec une gêne qui ne lui fit pas bouger les pieds. Le directeur des ventes serra les lèvres en une ligne mince et continua son chemin. Témoigner était tolérable. Intervenir, non. Mais Victor n'avait pas terminé. Il ne finissait jamais avant d'avoir extrait toute la dignité disponible, avant de voir l'autre complètement brisé. Une minuscule fissure dans un barrage qui contenait des décennies d'eau refoulée. Mais vous ne sauriez pas le distinguer d'un menu de restaurant, n'est-ce pas? Parce que les gens comme vous, il fit une pause, savourant les mots à venir. Les gens comme vous n'ont pas besoin de savoir lire. Il leur suffit de savoir nettoyer. Lourd comme du plomb. Les employés dans le couloir finirent par s'éloigner, incapables de maintenir ne serait-ce que leur position de spectateur. Clara sentit quelque chose monter dans sa gorge. Non pas des larmes, mais une rage ancienne et sédimentée qu'elle avait gardée enfouie si longtemps qu'elle en avait oublié la saveur. « Lisez-moi ça. Allez, lisez, ou vous ne savez pas. » Il cria maintenant, les mots ricochant sur les murs de verre. « Avouez-le tout de suite. Vous ne savez pas lire, une analphabète fonctionnelle qui a à peine terminé le primaire et qui pense pouvoir travailler ici. » Elle ramassa les feuilles du sol une par une, avec un calme qui lui parut étrange à elle-même. Elle les lissa contre sa cuisse, les remit sur la table, parfaitement alignés. Puis elle prit son chariot de nettoyage et quitta la pièce sans dire un seul mot. Mais tandis qu'elle traversait le couloir, tandis qu'elle entrait dans le vestiaire et s'enfermait dans la cabine des toilettes, tandis qu'elle laissait enfin les larmes couler, chaudes et furieuses et chargées d'années de silence ravalé, une seule phrase résonnait dans son esprit. « Il ne sait pas, aucun d'eux ne sait. » Et dans ces sanglots solitaires, entre l'odeur de désinfectant et le bruit étouffé de voix lointaines, Clara prit une décision qui allait tout changer. Elle ne savait pas encore exactement comment. L'appartement où vivait Clara se trouvait dans une rue sans revêtement, où les chiens aboyaient à la moindre ombre et où les enfants jouaient pieds nus même en hiver. C'était une petite maison de 2 pièces et demie, avec des infiltrations dans les murs et une fenêtre qui ne fermait pas correctement. Mais c'était la sienne. Chaque brique avait été payée de son sang, non pas au sens littéral, mais de celui qui s'écoule invisiblement lorsqu'on vend chaque heure du jour, chaque goutte de force, chaque parcelle de dignité. Sophia était penchée sur des livres d'anatomie, ses lunettes glissant sur son nez, une tasse de café froid posée à côté de son coude. Elle leva les yeux quand sa mère entra. Ce sourire que les mères maîtrisent comme personne, le sourire qui dissimule la faim, la douleur, la peur, l'épuisement, le sourire qui dit « je vais bien » quand chaque cellule du corps hurle le contraire. Sophia la regarda un instant plus longtemps que d'habitude, mais retourna ensuite à ses livres. Elle avait un examen vendredi. Il fallait étudier. Et Clara ne voulait pas être un poids supplémentaire sur les épaules de sa fille. Sophia portait déjà suffisamment de choses, la culpabilité de coûter cher, la pression de justifier chaque sacrifice, le fardeau invisible d'être le rêve réalisé d'une autre personne. Clara se rendit dans sa chambre, ferma la porte et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle s'agenouilla à côté du lit et tira la boîte à chaussures poussiéreuse qu'elle gardait en dessous. Ses mains tremblèrent quand elle ouvrit le couvercle. Certains avec des couvertures fleuries défraîchies, d'autres de simples carnets. Les pages jaunies par le temps, couvertes d'une écriture menue et soignée. Chaque ligne rédigée à la lumière des bougies ou sous la faible lueur d'ampoules de 20 watts. Des années, des décennies. Une vie entière distillée en des mots que personne n'avait jamais lus. Elle avait 16 ans, enceinte de 3 mois, chassée de chez elle, dormant dans un refuge qui sentait le moisi et le désespoir. Et pourtant, elle écrivait. Mais la fin de raconter, de mettre sur papier ce que c'est d'être personne, ce que c'est de marcher dans les rues et de voir les yeux des gens vous traverser comme si vous étiez transparente. Peut-être le suis-je,
Peut-être suis-je un fantôme et ne le sais-je pas encore. Les pensées qui ne pouvaient être exprimées, les observations qui n'avaient pas de témoins, la résistance silencieuse d'une femme qui refusait d'être complètement effacée. Dans un cahier de 1994, elle trouva l'histoire qu'elle avait écrite sur une petite fille qui apprenait à lire seule en ramassant de vieux journaux dans la poubelle. Dans un autre passage de 2001, une chronique sur une employée de maison qui entendait ses patronnes parler d'elle comme si elle n'était pas là et transformait chaque insulte en une phrase d'un livre secret. En 2008, un conte sur une mère qui cachait le talent de sa propre fille parce qu'elle craignait que le monde ne punisse la jeune fille de rêver trop grand. En 2008, elle avait écrit un conte sur une mère qui cachait son propre talent à sa fille, de peur que le monde ne la punisse d'oser rêver trop grand. Et quand elle ferma finalement le dernier carnet, elle prit la décision qu'elle avait reportée depuis des années, voire des décennies. Elle ne l'avait pas prise plus tôt, faute de courage, de temps ou d'une ultime goutte d'espoir. Mais maintenant, avec le goût amer de l'humiliation encore dans la bouche, avec la voix de Victor qui résonnait à ses oreilles, « Tu ne sais pas lire !» Elle savait ce qu'elle devait faire. Et elle allait prouver, pas pour Victor ni pour aucun d'entre eux, mais pour elle-même, qu'elle avait toujours été bien plus que ce qu'ils avaient pu entrevoir. Elle devait revisiter les fantômes qui l'avaient forgée, qui avaient fait d'elle la personne qu'elle était devenue. Il n'y avait pas d'école aux alentours, pas de livres, rien sinon la terre rouge des caféiers à perte de vue et le silence accablant de ceux qui savent être nés pour servir. Même enfant, elle nourrissait une faim vorace de comprendre le monde au-delà des limites de cette ferme. À 7 ans, quand elle accompagna sa mère à la maison principale pour aider au ménage, elle vit pour la première fois une étagère pleine de livres. Elle en fut paralysée. Il y en avait tant. Colorés, épais, minces, anciens. Ils semblaient receler des secrets dont elle n'avait même pas idée. Cette phrase s'implanta en Clara. Une obstination féroce s'empara d'elle. Une nécessité pressante de prouver que oui, elle y parviendrait. Elle commença à récupérer les vieux journaux que Donna Béatrice jetait à la poubelle. Cachée dans le poulailler la nuit venue, à la lueur d'une bougie volée, elle déchiffrait les lettres une par une. A, B, C. Elle assemblait les sons, formait des mots. Elle lisait à voix haute, trébuchait, se trompait, mais recommençait toujours. À 12 ans, Clara lisait mieux que certains adultes de la ferme. À 15 ans, elle dévorait tout ce qu'elle trouvait, des notices de médicaments aux extraits de romans oubliés dans un coffre de la maison principale. Et c'est à 15 ans qu'elle découvrit sa vocation. Non seulement la lecture, mais aussi l'écriture. Elle écrivait sur son père, qui travaillait 16 heures durant sous le soleil ardent et trouvait encore la force de raconter des histoires inventées avant de s'endormir. Elle écrivait sur l'injustice de la pauvreté, sur la cruauté silencieuse de ceux qui possédaient tout et ignoraient ceux qui n'avaient rien. Il avait disparu quand elle lui avait annoncé la grossesse. La famille de Clara, catholique et rigide, l'expulsa. « Tu nous as déshonorés », dit le père, sans la regarder droit dans les yeux. « Ne reviens pas tant que tu ne te seras pas racheté. » Elle nettoya des maisons, vendit des bonbons au carrefour, dormit sur des bancs de parc jusqu'à ce qu'elle obtienne une place dans un foyer pour femmes enceintes. Clara regarda cette petite créature si fragile et fit une promesse. « Tu auras tout ce que je n'ai pas eu. Tu feras des études. Tu deviendras docteur. Tu auras du respect. » Clara regarda cette petite créature fragile et fit une promesse. « Tu auras tout ce que je n'ai pas eu. Tu feras des études. Tu seras médecin. Tu auras du respect. » Elle ne dormait presque pas. Elle ne mangeait presque pas. Mais elle gardait chaque centime pour payer une école privée à Sofia. Et la nuit, quand sa fille dormait, Clara volait 1 heure, 2 et écrivait. Elle écrivait toujours. C'était sa façon de ne pas sombrer dans la folie. Sa résistance secrète. Jusqu'à ce jour-là avec Victor Morales. Jusqu'à l'humiliation publique. Jusqu'à ce que la colère se transforme finalement en carburant. Ouvrit un document vierge et commença à taper, lente mais déterminée, la première phrase de ce qui allait devenir son livre. Endurcis par la serpillière et le savon, il trébuchait sur les touches, ratèrent des lettres, devait recommencer. Mais elle ne s'arrêtait pas. Chaque mot qui apparaissait à l'écran était une petite vengeance. Chaque phrase, un morceau de dignité retrouvée. Elle écrivait sur la ferme, sur l'expulsion, sur les premières années à São Paulo où elle avait plus faim de mots que de nourriture. Elle écrivait sur les maisons où elle avait travaillé,
les patronnes qui la traitaient comme un meuble, les patrons qui regardaient trop et payaient trop peu. Et elle écrivait sur Victor Morales. Clara décrivit la scène du café avec une précision chirurgicale. Chaque mot de lui, chaque regard de ceux qui avaient assisté et n'avaient rien fait. Et ensuite, elle écrivit ce que personne ne voyait, ce qui se passait en elle pendant cette humiliation. La rage contenue, la dignité qu'il essayait de lui voler, mais qu'elle obstinément refusait de lui céder. Sophia remarqua que quelque chose avait changé chez sa mère, mais elle ne savait pas quoi. Il y avait une lumière différente dans les yeux de Clara, une détermination qui semblait brûler à l'intérieur. Différente. Elle avait peur que si elle le disait à voix haute, si elle exposait ce rêve à la lumière, il se désagrège comme tous les rêves des gens comme elle. Mais quand elle termina le manuscrit, à l'aube d'un matin de décembre, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, Clara regarda les 240 pages et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la fierté. Une fierté pure, nette, méritée. Elle nomma le fichier « La femme invisible ». Elle avait besoin de contact. Elle avait besoin de choses qu'elle n'avait pas. Il lui fallait des choses qu'elle n'avait pas. Je suis femme de ménage depuis 35 ans. Ceci est mon histoire. Peut-être Victor avait-il raison. Peut-être ne connaissait-elle pas vraiment sa place. Peut-être que rêver était vraiment un luxe que des gens comme elle ne pouvaient pas se permettre. Mais alors, 3 semaines après avoir envoyé le manuscrit à la dernière maison d'édition de la liste, une petite maison d'édition appelée Vozes do Sul, spécialisée dans la littérature marginale, elle a reçu un email. Objet, manuscrit La femme invisible. Cordialement Marina Fonseca, rédactrice en chef Vozes do Sul. Puis émue, maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu écrivais? Comment dire qu'elle avait peur de décevoir, d'être ridicule, que sa fille ait honte d'avoir une mère qui se prenait pour une écrivaine. Qu'elle a marqué une pause, cherchant les mots justes, peur de rêver trop grand et de tomber. Tu as toujours été incroyable, et maintenant tout le monde le saura. Clara avait passé toute sa vie à être invisible. Être vue soudainement lui semblait terrifiant. Ils ont envoyé des exemplaires à quelques blogueurs littéraires, et ils ont attendu. Clara a continué à travailler chez Nexus, se levant à 4h30, nettoyant les mêmes bureaux, voyant Victor Morales tous les jours, qui ne la regardait même pas. Il ne savait pas. Personne là-bas ne savait. Et Clara ne le disait pas. Pas encore. Mais alors, la 3e semaine d'avril, une journaliste nommée Julia Andrade, connue pour ses reportages sur l'inégalité sociale, a lu le livre et a écrit une critique sur le principal portail d'information du pays. La 3e semaine d'avril, une journaliste nommée Julia Andrade, connue pour ses reportages sur les inégalités sociales, a lu le livre et elle a écrit une critique sur le principal portail d'information du pays. C'est un coup de poing dans l'estomac. Clara Silva, femme de ménage depuis 35 ans, a écrit le témoignage le plus viscéral et le plus puissant sur la classe, le travail et la dignité que j'ai lu ces dernières années. Son écriture est brute, mais poétique, douloureuse, mais pleine d'espoir. C'est le genre de livre que nous devons lire, non pas pour son mérite littéraire, qui existe et beaucoup, mais parce qu'il raconte des histoires que le Brésil s'obstine à effacer. Achetez-le, lisez-le, faites-le circuler. En 2 jours, le livre a été en rupture de stock dans les librairies. Marina a dû procéder à une réimpression urgente, 5000 exemplaires, puis 10 000. Des émissions de radio ont commencé à appeler. Des podcasts littéraires voulaient des interviews. Une chaîne de télévision de niche a demandé sa participation. Elle, Clara Silva, la femme invisible, devenait visible d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il n'avait aucune idée que la femme de ménage qui nettoyait son bureau tous les matins était l'auteur du moment. Fernanda, la secrétaire qui avait été témoin de l'humiliation quelques mois auparavant, a acheté le livre par curiosité, après avoir vu le nom de Clara. Elle a immédiatement reconnu l'histoire, le bureau, la description du chef cruel, la scène du café. Elle en a parlé à 2 collègues, qui en ont parlé à d'autres. En 1 semaine, la moitié de l'entreprise était au courant. Ils chuchotaient dans les couloirs, ils échangèrent des regards lorsque Clara passait avec son chariot de nettoyage, mais personne ne lui parlait. Et personne ne le disait à Victor. Des invitations à des salons littéraires. Une grande émission de télévision nationale a demandé une interview.
Clara a accepté. La présentatrice, célèbre pour ses interviews émouvantes, a demandé à Clara pourquoi elle continuait à travailler comme femme de ménage malgré le succès du livre. « Il y a une chose que je dois faire, et je la ferai au moment opportun. » Le vendredi matin, quand Clara est arrivée chez Nexus, l'atmosphère était différente. Les gens la regardaient ouvertement maintenant. Certains souriaient avec admiration, d'autres détournèrent les yeux, peut-être honteux de ne l'avoir jamais vraiment vue auparavant. Mais Clara a décidé que c'était le moment. À 15 heures, elle a frappé à la porte du bureau de Victor. Il était au téléphone, comme toujours. Il a gesticulé avec impatience pour qu'elle attende. Elle a attendu. Cette fois, non pas avec la patience soumise d'auparavant, mais avec le calme de celle qui maîtrise le récit. Il était au téléphone, comme toujours. Il fit un geste impatient pour qu'elle attende. Elle attendit. Cette fois, non pas avec la patience soumise d'auparavant, mais avec le calme de celle qui maîtrise le récit. « Ne devriez-vous pas être en train de nettoyer les toilettes du 8e étage? Cela ne prendra qu'une minute. C'est un livre que j'ai écrit, monsieur. Vous m'avez demandé un jour si je savais lire. Je suis venu répondre. » Elle commença à lire à voix haute d'une voix claire et posée, mais il ne savait pas que je lisais depuis mes 7 ans. Il ne savait pas que je dévorais les livres, tandis qu'il apprenait encore à nouer ses lacets. Il ne savait pas que j'écrivais des histoires, tandis qu'il achetait des diplômes et du statut. Il ne savait rien de moi. Pour lui, j'étais juste la femme de ménage, l'invisible. Vous ne pouvez pas. Sa voix sortit étranglée. C'est de la diffamation. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais... Il travaille dans une entreprise de conseil, pas de technologie. Et tout ce qui est là est vrai. Pouvez-vous prouver que c'est un mensonge? Clara sortit un stylo de la poche de son uniforme et ouvrit le livre à la première page. Elle écrivit d'une écriture soignée. « Avec respect, Clara Silva. » La voix de Victor sortit rauque. Clara s'arrêta mais ne se retourna pas. « Pourquoi avez-vous fait ça? » Et j'avais besoin de prouver, non pas à vous mais à moi, que j'ai toujours été quelqu'un, même quand personne ne me voyait. Quand ils la virent, certains commencèrent à applaudir. Lentement au début, puis plus fort. Fernanda, la secrétaire, avait les larmes aux yeux. Le directeur des ventes, celui qui avait été témoin de l'humiliation et n'avait rien fait, baissa la tête, honteux. Clara fit un bref signe de tête, remerciant et entra dans l'ascenseur. D'une justice silencieuse enfin rendue. À l'étage, dans le salon, Victor Morales resta seul, le livre entre les mains. Il ne le savait pas encore, mais le monde entier était sur le point de découvrir qui il était. La présentatrice montra des extraits du livre. Elle lut des passages spécifiques, y compris la scène de l'humiliation. Elle demanda si c'était basé sur des faits réels. J'ai changé les noms et quelques détails, mais l'essence est vraie. Pendant 15 ans, j'ai été traité comme si j'étais invisible. Et pas seulement par lui, mais par tout le système qui permet à des personnes comme moi d'être jetables. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes commencèrent à partager des histoires similaires. Femmes de ménage, agents d'entretien, éboueurs, agents de sécurité, tous invisibles, tous avec des histoires d'humiliation qu'ils portaient en silence. Un ancien employé de Nexus, licencié des mois auparavant, a posté sur un forum. « Je sais qui est Ricardo Tavares dans le livre. Je travaille avec lui. C'est Victor Morales, directeur exécutif de Nexus. Et tout ce qui est dans le livre est exactement sa façon d'agir. » Les journalistes ont commencé à enquêter. Ils ont contacté des employés actuels et anciens de Nexus. Les histoires se sont multipliées. Victor criant sur les stagiaires jusqu'à les faire pleurer. Victor humiliant ses subordonnés lors de réunions. Victor faisant des blagues sur la racaille qui nettoyait le bâtiment. Un schéma clair. Des décennies d'abus de pouvoir documentés par des témoignages de plus en plus nombreux. Elle a publié un communiqué déclarant qu'elle ne cautionnait aucune forme de harcèlement moral et qu'elle enquêterait sur les allégations. Mais la pression montait. Les clients ont commencé à annuler leurs contrats. Les investisseurs exigeaient des réponses. Le hashtag Justice pour Clara dominait les réseaux sociaux. D'anciennes vidéos refirent surface. Victor, lors d'événements d'entreprise, faisant des commentaires classistes, riant de blagues sur les femmes de ménage, se vantant de ses origines privilégiées. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Un mois plus tard, le licenciement fut officialisé. Nexus annonça un nouveau code de conduite et un programme de formation sur la diversité et le respect. C'était tard, mais c'était quelque chose.
Clara observait tout cela de loin, avec des sentiments complexes. Elle ne tirait aucun plaisir de sa chute. Il ne s'agissait pas de vengeance. Jamais. Il s'agissait de dignité, de prouver qu'elle comptait, que sa voix avait de la valeur, que personne n'avait le droit de la traiter, ou n'importe quelle autre personne, comme jetable. Elle commença à donner des ateliers d'écriture pour les travailleurs domestiques, les gardiens, les chauffeurs, ceux qui, comme elle, avaient des histoires mais pas de voix. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, quand son nom fut appelé, elle monta sur scène et demanda le microphone. « Je ne serai pas là sans ma mère, dit-elle, la voix nouée. Elle a nettoyé des sols pour que je puisse étudier. Elle a ravalé des humiliations pour que j'aie de la dignité. Elle s'est rendue invisible pour que je puisse briller. Maman, cette réussite est la nôtre, plus la tienne que la mienne. Maman, cette réussite est la nôtre, plus la tienne que la mienne. » Cette nuit-là, assise dans le petit salon de l'appartement qu'elle pouvait désormais rénover, Sophia demanda « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, maman? Tu n'as plus besoin de travailler comme femme de ménage. Tu peux te consacrer uniquement à l'écriture. » Clara resta silencieuse un long moment. « Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait, dit-elle finalement. Nettoyer n'est pas un travail inférieur. Le problème n'a jamais été le travail. C'était la façon dont on m'a traité pendant que je le faisais. » Elle serra la main de sa fille. « Je veux continuer à écrire. Mais je veux aussi aider d'autres personnes comme moi à trouver leur voie. Je veux que plus personne ne se sente invisible. » Voix retrouvée était un recueil d'histoires de travailleurs invisibles, concierges, portiers, cuisinières, chauffeurs. Elle les avait interviewés, avait écrit leurs histoires, avait donné une forme littéraire aux vies que personne n'enregistrait. Le livre était dédié à tous ceux dont les histoires n'ont jamais été racontées. Le projet se propagea. Il commença avec 10 élèves dans une salle empruntée. En un an, il avait des centres dans 5 villes. « Je n'ai jamais cru que quelqu'un voudrait entendre ce que j'ai à dire », murmura-t-elle. Il tenta d'obtenir des postes dans d'autres entreprises, mais sa réputation le précédait. Il essaya le conseil indépendant, mais les clients ne voulaient pas être associés à son nom. Il tenta de reconstruire son image, mais chaque interview, chaque publication lui rappelait le livre. Ricardo Tavares. Sa cruauté capturée à jamais dans des pages que des milliers avaient lues. Mais la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, quelque chose concernant la clôture de chapitre, la fit l'ouvrir. « J'ai juste besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Vous aviez raison. Surtout, j'ai passé ma vie à traiter les gens comme vous m'avez traité, comme s'ils étaient inférieurs. Il m'a fallu 1 an de thérapie et beaucoup de douleur pour comprendre que j'étais le problème. Que mon arrogance cachait ma propre insécurité. Que rabaisser les autres était la seule façon que je connaissais de me sentir grand. Je ne demande pas de compassion. Je dis juste « Merci. Vous m'avez donné le miroir dont j'avais besoin, même si cela fait mal de s'y regarder. Je vous souhaite tout le meilleur. Vous le méritez, Victor. Que la rédemption est possible, mais qu'elle doit être gagnée par des actions, non des mots. Mais avec les prochaines personnes qui croiseront votre chemin, c'est la seule rédemption qui compte. Clara. C'est la seule rédemption qui compte. Clara. Sur le refus d'être effacée. Des personnes qui avaient lu ces livres. Des personnes qui se reconnaissaient en eux. J'ai apporté cet uniforme, commença-t-elle quand le silence fut rétabli, parce qu'il fait partie de ce que je suis. Je n'en ai pas honte. J'ai honte de la façon dont j'ai été traitée quand je le portais. Elle marqua une pause, laissant les mots infuser. Pendant toute ma vie, on m'a dit que ma place était par terre, à frotter, que je n'avais pas le droit de rêver, de créer, d'être plus. Et pendant longtemps, j'ai cru cela. Je portais mes rêves cachés, comme s'ils étaient honteux, comme si je ne méritais pas d'occuper de l'espace. Elle regarda l'assistance. Des centaines de regards étaient fixés sur elle. Mais alors j'ai compris quelque chose de fondamental. Personne ne n'est invisible. Nous sommes rendus invisibles par un monde qui décide qui mérite d'être vu. Et la seule façon de changer cela est de refuser d'accepter. C'est d'écrire nos propres histoires. C'est de dire haut et fort « j'existe, je compte. Ma vie a de la valeur ». Après la conférence, une jeune femme s'approcha. 20 ans peut-être. Uniforme de serveuse de fast-food, main tremblante tenant un carnet usé. « J'écris aussi », murmura-t-elle, presque honteuse. « Mais je n'ai jamais rien montré à personne. J'ai peur qu'on trouve ça ridicule. Qu'on me dise de me concentrer sur mon travail.
pas sur des rêves impossibles. Continue d'écrire. Ne laisse personne te voler ça. Elle toucha l'épaule de la jeune femme. Tu es déjà écrivaine. Tu as juste besoin d'y croire. Clara la regarda partir et pensa à elle-même, des décennies auparavant, cachant ses propres carnets. Elle pensa à toutes les voix réduites au silence, à tous les rêves enfouis. Et elle pensa, plus jamais ça, pas si elle pouvait l'empêcher. Sofia vivait à proximité, travaillant déjà dans un hôpital public, s'occupant justement du type de personne que sa mère avait toujours été, les invisibles. Mais Clara était retournée dans cet appartement parce que la nouvelle locataire, une immigrante vénézuélienne, avait demandé de l'aide pour écrire. Elle voulait documenter son parcours. Clara passait ses dimanches là-bas, enseignant, guidant, donnant une voix. Assise à la même table où Clara avait écrit son premier livre, avec la même faible lumière entrant par la fenêtre qui ne fermait pas correctement, elle regarda autour d'elle et sourit. Tant de choses avaient changé, mais tant de choses restaient les mêmes. Des gens luttant, survivants, rêvant en silence, demanda la Vénézuélienne incertaine. Elle passa devant l'arrêt de bus, où elle avait attendu pendant des années, devant la boulangerie où elle achetait du pain rassis en promotion, devant la petite place où Sofia jouait enfant. Elle s'assit sur un banc de la place et ouvrit son sac. À l'intérieur, un carnet neuf, intact, les premières pages blanches, en attente. Elle prit le stylo, le même qu'elle avait utilisé pour dédicacer le livre à Victor, et écrivit la première ligne de ce qui serait son prochain projet. Et elle pensa à la femme qu'elle était maintenant, enfin vue, enfin libre, enfin entière. Et pour la première fois en 55 ans, elle ne ressentait pas le poids de porter un secret. Elle n'avait pas honte de qui elle était. Elle ne ressentait pas le besoin d'être invisible. Car elle avait appris de la manière la plus douloureuse et la plus belle possible qu'exister n'est pas un privilège. C'est un droit. Et personne, aucun chef, aucun système, aucune voix qui tente de rabaisser ne peut l'ôter à ceux qui refusent d'être effacés. La lumière de sa maison était allumée. Sofia l'attendait pour dîner. Et à l'intérieur, sur le bureau qu'elle avait acheté avec l'argent du premier livre, 23 vieux carnets reposaient sur une étagère en verre. Non plus cachés dans une boîte à chaussures, mais exposés, honorés, préservés. Car ils étaient plus que des carnets. Ils étaient une preuve. Ils étaient une résistance. Ils étaient la preuve irréfutable que Clara Silva avait toujours existé, même quand le monde insistait à ne pas voir.